Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi à 17h45 en direct, c'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, c'était la discussion qu'on avait juste hors antenne là, entre la fin du débat et le début de votre intervention, Pierre-Yves, avec les invités précédents. On commençait à parler de la saison de résultats. Ça va reprendre a priori à partir de la semaine prochaine. Je leur demandais quand est-ce qu'arrivent les premiers résultats. On m'a dit à partir de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Des discours, des résultats des grandes entreprises qui vont venir animer le marché après une séquence banque centrale, macro, crise bancaire. On va revenir à la question microéconomique des résultats et des perspectives des entreprises. Qu'en attendre aux États-Unis, Pierre-Yves? Alors j'ai pris les chiffres de FactSet qui sont un beau moyen d'agréger l'ensemble des prévisions des analystes pour les 500 valeurs du S&P 500. Et on anticipe aujourd'hui un recul des profits par action des entreprises en moyenne dans le S&P 500 de 6,7% par rapport au trimestre équivalent l'an dernier. Alors, moins 6,6%, ça nous ferait le plus mauvais trimestre depuis la pandémie. On se souvient que le second trimestre 2020 nous avait fracassé avec un effondrement de 32% des bénéfices par action. En termes de valorisation, c'est intéressant parce qu'au moment même où, depuis 3 mois, les analystes révisent à la baisse leurs anticipations de profit pour les entreprises, le marché, dans l'ensemble, a plutôt monté. Le S&P 500 a gagné 7%, le Nasdaq a gagné quelques 17%, le Dow Jones n'a pas beaucoup grimpé, mais enfin a tout de même bien résisté. Donc dans ce contexte-là, la valorisation n'est toujours pas bon marché, en termes historiques en tout cas. On est pour les bénéfices anticipés pour les prochains trimestres à 17,8, sachant que la moyenne des 5 dernières années est de 18,5. Tout ça dans un contexte où, depuis 3 mois, on estime maintenant que, d'un point de vue macroéconomique, l'économie américaine a connu une croissance de l'ordre de 2,5% en rythme annuel. On assiste donc depuis début janvier à une rétrogradation des perspectives de croissance des entreprises et des perspectives de bénéfices. On a eu 2 fois plus de baisse de prévision de résultats que d'ordinaire. Pour l'ensemble de l'année 2023, c'est assez paradoxal parce que les analystes tablent sur un recul donc au premier trimestre des bénéfices par action, sur un nouveau recul au second trimestre. En revanche, ils voient un rattrapage pour le 3e et le 4e trimestre. Les prévisions macroéconomiques sont inverses. On anticipe donc de la croissance au premier trimestre, de la croissance au second trimestre, mais une contraction au second et au 3e trimestre. Dans l'ensemble, je ne sais pas qui aura raison, les économistes ou les analystes, mais les analystes pour le moment tablent pour l'année calendaire 2023 sur une augmentation moyenne des profits par action d'1,5%. Ça n'est pas très glorieux. Alors, en ce qui concerne l'autre calendrier, et là, nous allons reparler des banques. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ce que nous racontent les banques. On est dans la période maintenant où les directions d'entreprise ne peuvent plus prendre la parole pour commenter leurs résultats puisque la publication est imminente. JP Morgan Chase doit nous annoncer ses résultats le 14 avril. Je n'ai pas vérifié, mais généralement, c'est dans cette semaine-là que les autres grandes banques américaines font la même chose. Oui, c'est regroupé généralement. En particulier, Wells Fargo et Bank of America. Et si ce n'est pas le même jour ou le lendemain, c'est quelques jours plus tard, la semaine suivante. Ce qui m'intéresse particulièrement ce trimestre-là va être ce que vont nous dire les banques régionales, parce qu'elles n'ont pas beaucoup parlé depuis que la crise a éclaté et la faillite de Silicon Valley Bank. Truist Financial Corp, KeyCorp, qui sont 2 établissements régionaux de taille respectable, vont nous annoncer leurs résultats le 20 avril. Et là, on attend plusieurs choses. On attend bien sûr de savoir ce qu'elles vont nous annoncer comme profit par action, mais surtout quel niveau de provisionnement elles vont nous proposer et quels commentaires vont-elles faire sur la fuite nette de dépôts, sur la qualité de leur bilan et ces fameuses moins-values obligataires qui sont des moins-values latentes et qu'elles n'ont pas besoin
de reconnaître, de réaliser, puisque la Réserve fédérale, les principes de comptabilité américaine leur permettent de les garder à leur valeur faciale si elles n'ont pas l'intention de les vendre. On attend donc avec impatience le 20 avril. Pour être un petit peu plus complet dans mon tableau, signaler quand même qu'il y a de grandes différences entre les secteurs. J'ai donné le chiffre de moins 6,6 pour les résultats moyens de baisse de profit par action, mais il y a quand même des secteurs qui, selon les analyses, vont connaître une progression de leurs bénéfices par action. Tout ce qui relève de la consommation discrétionnaire, les compagnies aériennes aussi, les services financiers, si l'on ne tient pas compte des marchés de capitaux, autrement dit, il vaut mieux être une banque dans le crédit plutôt que d'être Goldman Sachs. Et il y a l'énergie, et alors là, l'énergie, c'est trop tard pour le premier trimestre, mais si ce que l'OPEP nous a annoncé aujourd'hui se confirme dans les prochains trimestres, peut-être qu'à nouveau le secteur de l'énergie va nous surprendre à la hausse. On suivra ça avec attention, effectivement, et ça va redevenir la nourriture principale des investisseurs et des marchés au cours des prochains jours et des prochaines semaines, avec ces résultats du premier trimestre aux États-Unis, en Europe également, et un discours d'entreprise qui sera évidemment très suivi dans un contexte d'incertitude macroéconomique plutôt important, c'est le moins qu'on puisse dire. Un mot de politique, Pierre-Yves, forcément, puisque le théâtre politique américain joue une nouvelle scène judiciaire autour de Donald Trump, mis en examen, ou comment dit-on, inculpé, je crois, aux États-Unis. On a le droit de dire inculpé. Pierre-Yves, est-ce qu'il est en train de jouer sa réélection, Donald Trump? Je ne sais pas quelle question poser par rapport à cette situation et ce qui peut paraître pertinent pour les investisseurs et ceux qui regardent et suivent la vie politique américaine. Vous savez, en relisant les journaux ce matin, je suis retombé sur une citation de Donald Trump que je trouve absolument extraordinaire, à la fois qu'un ancien président des États-Unis dise une chose pareille. Et il a dit il n'y a pas de mauvaise presse. There is no such thing as bad press. On ne peut pas avoir de mauvaise presse. Tant qu'on parle de vous, c'est une bonne chose, même si on parle de vous en termes négatifs. Il n'y a qu'une seule exception. Si vous êtes accusé de pédophilie. Alors, ça n'est pas son cas, il n'est pas accusé de pédophilie. Le procureur élu de New York, et non pas le procureur fédéral, a décidé de le pourchasser. Et tout ce qui se passe en ce moment, à court terme, est extrêmement bénéfique pour Donald Trump, contrairement à ce qu'on pourrait supposer a priori. Depuis son inculpation, il a levé plus de 5 millions de dollars de plus pour sa campagne, puisqu'il brigue l'investiture républicaine. Donald Trump est en campagne. Il est rarissime qu'un président qui ait terminé un mandat et qui ait perdu une élection décide de se représenter. Mais Donald Trump veut absolument rentrer dans l'histoire, non pas comme un loser, mais comme quelqu'un qui a été injustement privé d'un second mandat et que le peuple aura rappelé au dernier moment pour sauver l'Amérique de la catastrophe. 5 millions de dollars pour quelqu'un qui est accusé, c'est un petit peu comme Al Capone, hein. Vous savez, on n'avait pas pu le mettre en prison pour les horribles crimes qu'il aurait pu commettre, mais en revanche, on rêve de condamner Donald Trump pour avoir violé les lois sur le financement des campagnes. Alors c'est quand même curieux parce que les organismes qui sont censés de faire appliquer ces lois, à commencer par tout ce qui relève du département de la justice au niveau fédéral, ont décidé de ne pas poursuivre Donald Trump pour cela. Les délits dont il est accusé ne semblent pas d'une nature assez grave et assez évidente pour justifier que l'on passe des mois encore à le pourchasser, sachant que par ailleurs, il y a toutes sortes de choses que l'on continue de lui reprocher, notamment la manière dont, quand il était président, il aurait pu exercer une forte pression sur les responsables de l'État de Géorgie pour que ces derniers changent les résultats du décompte électoral. En tout cas, les rivaux de Donald Trump sont obligés de se rallier à lui parce que le narratif du pauvre ancien président qui est pourchassé par les méchants démocrates oblige les républicains qui le détestent de plus en plus, en tout cas c'est le cas de M. DeSantis qui rêve lui aussi d'être le candidat républicain, sont obligés de dire qu'effectivement on pourchasse odieusement Donald Trump
Et même Nikki Haley, dont nous avions parlé l'autre jour, est obligée de la pointe des pieds de prendre pratiquement fait et cause pour Donald Trump, bien que, bien entendu, elle n'ait absolument aucune envie de le faire, tant sur le fond que sur la forme. Il n'y en a qu'un seul qui ne parle pas de cette question, c'est le président Biden, qui ne veut surtout pas que l'on puisse l'accuser, la Maison-Blanche, de piloter par derrière les procédures menées par le procureur élu de New York, Joe Biden, qui compte les points. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour faire le point sur l'actualité économique, financière et politique américaine. Notre correspondant américain et ce quart d'heure américain chaque lundi en direct à 17h45, rediffusé sur Bismart TV à 20h45. La rediffusion de l'émission commence à 20h et c'est évidemment un quart d'heure américain que vous retrouvez en replay sur bismart.fr chaque semaine et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition de Smart Bourse qui permet de démarrer la semaine et ce nouveau trimestre sur les marchés. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.